Charlemagne. Ce nom évoque tout de suite quelque chose, n'est-ce pas? L'empereur à la barbe fleurie et bien sûr l'inventeur de l'école. Mais, et si tout ça, ou presque, n'était qu'une légende? Une histoire soigneusement construite et réécrite depuis plus de 1200 ans? Allez, aujourd'hui on va essayer de démêler le vrai du faux, de séparer l'homme du mythe. Ah, sacré Charlemagne, qui n'a pas cette chanson en tête? C'est un peu l'image d'Épinal, la version pop de Charlemagne. Et en fait, cette idée qu'il a inventé l'école ne sort pas de nulle part. Elle vient d'une très vieille anecdote, probablement inventée d'ailleurs, racontée par un moine du 9e siècle. Un moine qui décrivait un empereur super sympa avec les écoliers. C'est vraiment là que le mythe commence à prendre forme. Bon, ok, la chanson, c'est une chose. Mais derrière cette caricature, la vraie question, c'est qui était-il, ce Charlemagne? Comment un roi guerrier du fin fond du 8e siècle a-t-il pu devenir un symbole aussi malléable, un symbole que chaque époque a récupéré à sa sauce? C'est cette transformation incroyable qu'on va explorer. Alors avant de plonger dans la fabrique du mythe, faisons une petite pause. Revenons aux faits, à ce que les historiens nous disent. Mettons de côté la légende pendant quelques instants pour rencontrer le vrai Charlemagne, l'homme de chair et de sang. Et là, on tombe tout de suite sur un personnage plein de contradictions. D'un côté, c'est un chef de guerre et un chef de guerre brutal. Ses campagnes contre les Saxons, par exemple, sont d'une violence inouïe, avec des conversions au christianisme forcées par le fer et par le sang. Et de l'autre côté, c'est un administrateur brillant, presque visionnaire. Il va unifier son empire immense avec des lois écrites qu'on appelle les capitulaires, et c'est ce même homme qui, une fois couronné empereur en l'an 800, va lancer une véritable révolution culturelle. Son QG, si on peut dire, c'est Aix-la-Chapelle. Et il va en faire le cœur intellectuel de l'Europe. Il fait venir les plus grands savants de l'époque, comme le célèbre Alcuin d'York. Et leur mission, c'est rien de moins que de relancer les arts, le savoir, de reconnecter l'Occident avec son héritage antique qui était un peu tombé aux oubliettes. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Cette fameuse renaissance carolingienne, ce n'est pas juste de l'amour de l'art pour l'art, non, non. C'est avant tout un projet politique. Pour Charlemagne, former un clergé lettré, unifier les textes religieux, c'était le meilleur moyen d'imposer un ordre, une culture commune à un empire éclaté. En gros, la culture, c'était le ciment de son pouvoir. Et l'effet de ces réformes, il est hyper concret, presque visible à l'œil nu. Avant Charlemagne, on avait l'écriture mérovingienne, c'est dense, c'est compliqué, franchement quasi illisible. Et lui, il va imposer une véritable révolution, la minuscule Caroline. Et là, tout change. C'est clair, c'est simple, c'est aéré. D'un seul coup, recopier un texte, et surtout le lire, ça devient infiniment plus facile. C'est cette invention qui va permettre au savoir de se diffuser beaucoup plus vite. D'ailleurs, nos lettres d'imprimerie actuelles sont les descendantes directes de cette écriture. Ok, donc on a un personnage historique complexe, un conquérant, un administrateur, un réformateur. C'est déjà énorme, mais la question c'est comment est-ce qu'on passe de cet homme-là à la légende? Eh bien, le processus va commencer très très vite, en fait presque juste après sa mort. Le premier grand artisan de la légende, il est tout près du pouvoir. C'est un de ses courtisans, un certain Éginard. Juste après la mort de Charlemagne, il se met à écrire sa biographie, la Vita Carolimani. Mais attention, ce n'est pas du journalisme. Éginard s'inspire des grands historiens romains. Son but, ce n'est pas de raconter la vie de Charlemagne, c'est de sculpter la statue d'un empereur parfait. Et sa technique, elle est simple mais diablement efficace. Il va prendre tous les points forts et les amplifier. Le conquérant victorieux, bien sûr, mais on oublie un peu les massacres des guerres saxonnes. Le roi pieux et juste, évidemment, mais chut, on ne parle pas de la terrible défaite de Roncevaux. Il dessine le portrait d'un souverain chrétien idéal, et pour ça, il va gommer, il va effacer méticuleusement tout ce qui pourrait faire tâche. Et voilà, le mythe est lancé. Une fois que cette première version officielle et idéalisée est en place, le personnage de Charlemagne va complètement échapper à l'histoire. Il devient une sorte de page blanche, un symbole sur lequel chaque époque va pouvoir projeter ses propres désirs, ses propres angoisses. Il devient un miroir des siècles. Et à partir de là, la légende ne s'arrête plus. Chaque siècle va y aller de sa propre version de Charlemagne. Juste après sa mort, quand l'Empire s'effondre, on se souvient de lui avec nostalgie. C'était l'âge d'or. Plus tard, au temps des croisades, on le transforme en chevalier parfait, en premier croisé. Au XIIe siècle, l'empereur germanique Frédéric Barberousse va même le faire canoniser, le faire déclarer saint rien que ça, pour renforcer son propre pouvoir. Et ça continue, il sera un héros pour les Français, puis un héros pour les Allemands, et pour finir, le père de l'Europe. Arrive le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et là, le personnage de Charlemagne devient un véritable champ de bataille idéologique.
D'un côté, on a Voltaire. Pour lui, c'est très clair. Charlemagne, c'est l'incarnation de la barbarie médiévale, un tyran fanatique, le symbole même de la superstition. Une critique très dure, mais qui est loin de faire l'unanimité. Parce qu'au même moment, un autre grand penseur, Montesquieu, regarde la même figure historique et il voit l'exact opposé. Pour lui, Charlemagne est un modèle de sagesse, un législateur brillant, l'exemple même d'un pouvoir fort mais équilibré. C'est fascinant. Deux visions radicalement différentes qui utilisent le même personnage pour illustrer leur propre théorie politique. Mais le sommet de cette bataille de la mémoire, c'est vraiment au XIXe siècle qu'on l'attend. Avec la montée des nationalismes, Charlemagne est littéralement tiraillé entre la France et l'Allemagne. Pour la France, avec des gens comme Victor Hugo, c'est Charles de France, le premier grand roi de la nation, et de l'autre côté du Rhin, pour l'Allemagne qui se construit, c'est Karl des Grosses, le père fondateur. Après la guerre de 1870, c'est encore pire. Chacun l'utilise pour prouver sa supériorité sur l'autre. Et puis, le XXe siècle arrive. Et avec lui, deux guerres mondiales qui déchirent le continent. Et là, de manière assez incroyable, le destin de Charlemagne va prendre un dernier virage à 180 degrés. Le guerrier, le héros nationaliste, va devenir un symbole de paix et d'unité. Et c'est là qu'on voit un coup de génie politique. Ce qui avait été une source de conflit pendant un siècle, le fait qu'il soit à la fois français et allemand, eh bien ça va devenir la solution. Charlemagne devient le pont parfait pour la réconciliation franco-allemande. Son ancien empire, qui recouvrait une bonne partie de ce qu'allait devenir la communauté européenne, est tout à coup présenté comme une sorte de brouillon, de première version de l'Union européenne. Et donc, ce n'est pas du tout un hasard si très tôt, dès 1949, sa ville, Aix-la-Chapelle, crée le fameux Prix international Charlemagne, un prix qui, depuis, récompense celles et ceux qui travaillent pour l'unité de l'Europe. La boucle était bouclée, le symbole était officiellement consacré. Au final, quand on y réfléchit, le vrai pouvoir de Charlemagne, ce n'est peut-être pas tant ce qu'il a accompli de son vivant. C'est surtout ce qu'il est devenu après sa mort, un lieu de mémoire, un immense miroir. Son histoire nous en dit finalement beaucoup plus sur les époques qui l'ont raconté que sur l'homme lui-même. Chaque siècle y a vu le reflet de ses propres peurs, de ses propres ambitions, de ses propres rêves. Et tout ça, ça nous ramène à aujourd'hui. Et ça ouvre une dernière question. Quelles sont les figures, nos Charlemagne modernes, que nous utilisons pour donner du sens à notre propre époque? Et surtout, quelles légendes sommes-nous en train de fabriquer, là, maintenant, pour le futur? C'est une question qui reste, bien sûr, entièrement ouverte.